Bienvenue au podcast Le Sac du Cœur. Mon nom est Didier Orméjus et cette semaine, finalement, j'ai de la grande visite. Ben, pas que j'ai pas de la grande visite lors des semaines, j'en ai pas eu lors des semaines précédentes, mais l'ailier rapproché des Buccaneers de Tampa Bay, Anthony Auclair, était avec moi. Anthony, depuis le début de la saison, là, on essayait de t'avoir au podcast, mais là, finalement, ça a marché. Alors, dis-moi comment ça va. Je sais que tu as été blessé au début de la saison. Là, tu obtiens plus de temps de jeu. Fait que comment ça va en général, là? Ça va super bien. Tu sais, ça a été une longue saison pour moi à cause de la blessure et tout ça. Euh, mais là, ça va super bien. Là. On est back on track, baby. All right, ça c'est excellent. Alors, pour les gens qui nous écoutent ou qui nous regardent, eh bien, un peu plus tard, il y a Mathieu Prou qui va venir se joindre à moi. On va faire une revue des actualités du côté de la NFL. Et à la fin du podcast, comme à l'habitude, je vais y aller de mes conseils au niveau du fantasy football pour la 11e semaine d'activité. Ça va vite déjà, la 11e semaine qui va commencer jeudi soir avec un duel entre les Cardinals de l'Arizona et les Seahawks de Seattle. Écoute, Anthony, ben, on va commencer en parlant, ben, premièrement, de votre belle victoire que vous avez eue contre les Panthers de la Caroline. On avait hâte de voir de quelle façon vous étiez pour rebondir après la défaite contre les Saints. Mais ben, justement, avant de parler de la victoire contre les Panthers, comment vous avez vécu cette défaite-là contre les Saints? Parce que la rencontre n'a pas été compétitive, là. Tout le monde était surpris du résultat, puis j'imagine vous les premiers, naturellement. Ouais, on comprenait pas ce qui se passait. Puis, tu sais, c'est une game où est-ce que il y a rien qui marchait, il y a rien qui fonctionnait, que ce soit défensif, offensif, special teams. Il y a absolument rien qui fonctionnait. Euh, on s'est juste pas présenté, honnêtement. Puis, tu sais, ça l'arrive. C'est arrivé dans les dernières années, tu sais, que les équipes ont rebondi de ça. Euh, mais tu sais, c'est le cas qui était surprenant pour nous parce qu'on s'était bien préparé. Euh, mais c'est quelque chose que je pense qu'on devrait travailler parce que ça fait une coupe de prime time games qu'on a de la misère à commencer le match, puis finalement on réussit à faire de quoi de bon en fin de match, quelque chose. Mais ce game-là, on s'est juste vraiment pas pointé, puis c'était vraiment difficile. Tu sais, c'est un peu un coup sur la confiance en tant qu'équipe. Parce que tu arrives là, t'as juste 2 défaites. Tu sais, ça fait longtemps que les Bucks on n'a pas eu une bonne fiche comme ça. Donc, tu arrives là, t'es gonflé à bloc. Puis c'est pour la première position dans la division. Donc, ça a été vraiment difficile, mais on a réussi à rebondir de ça. Puis il faut juste se tenir en équipe, là. Ouais, puis quel a été le message de Bruce Arians à la suite, pas juste à la suite de de ce match-là, de cette défaite-là, mais durant la semaine avant le match contre les Panthers? Ben, son message était assez clair. Pas de pointer personne en particulier. C'est en tant qu'équipe. C'est les entraîneurs, les joueurs, tout le monde de l'organisation. On a vraiment juste Euh, on s'est vraiment juste pas pointé. Et par la suite, c'était. À partir de maintenant, toutes les games, c'est comme une game de playoff parce que on n'a vraiment pas le droit d'en échapper. On regarde ça, pour l'instant, on est dans les meilleurs deuxièmes. Toutes les équipes qui sont première division font les séries automatiquement. Tu as les Eagles à 3-5-1 qui font les séries présentement. Mhm. Nous, il faut essayer d'être. C'est un peu plate, là, mais il faut essayer de finir meilleur deuxième finalement ou de finir premier, tu sais. Mais on peut pas contrôler ce que les Saints vont faire prochainement, on peut juste contrôler ce qu'on va faire. Ouais, non, absolument, absolument. Ben écoute, parlons justement là, de la victoire contre les Panthers à Caroline. C'est un match qui était serré en première demi. En fait, c'est l'égalité 17-17 à la mi-temps. Là, en deuxième demi, vous avez complètement pris le contrôle de la rencontre. Moi, personnellement, je trouve que vous jouez votre meilleur football lorsqu'il y a un équilibre du côté de l'attaque entre le jeu au sol et le jeu aérien. Là, finalement, on a revu ça contre les Panthers. Naturellement, le Ronald Jones a été incroyable. Il a connu le match de sa Vraiment. carrière. Mais à quel point, justement, là, d'avoir un retour à cet équilibre-là faisait partie de votre plan de match, là, de vouloir de connaître du succès avec la course? Pour être honnête, les Panthers, c'est une équipe qui se sont vraiment améliorés. Ils ont chauffé les Chiefs la semaine dernière. Ils ont tout le temps eu des grosses games. Ils ont fini des games souvent par un touché au moins, terminé dans la dernière drive du match. Donc, on savait que c'était une très bonne équipe qui s'était vraiment améliorée. Puis pour nous, c'était vraiment comme tu dis, le game plan, c'était d'être équilibré. On voulait surtout courir le ballon, ce qu'on a été capable de faire. Puis tu sais, lorsque tu réussis à établir le jeu au sol, ben après ça, tu as les play action, tu peux lancer le ballon. Puis tu sais,
c'est ce qu'on n'a pas fait contre les Saints. Évidemment, on perdait par beaucoup au début du match, donc tu n'as pas le choix de vraiment de lancer puis de jouer du football de rattrapage. Ce qui fait en sorte que la ligne défensive, finalement, ils sont vraiment agressifs dans ce temps-là. Ils savent que tu ne courras pas le ballon, donc pour eux, c'est juste cours en ligne droite, bull rush, spin move. Fait que là, après ça, tu as de la misère à lancer le ballon. Donc, pour nous, c'est vraiment important d'installer le jeu au sol pour justement contrôler cette ligne défensive-là, parce que chaque équipe a une très bonne ligne défensive. Ouais. Puis à quel point tu as été impressionné par la performance de Ronald Jones, notamment sa course de 98 verges pour un touché. Il y a seulement 3 autres joueurs dans l'histoire de la NFL qui ont réussi des courses aussi longues ou plus longues pour des touchés. Ce qui est drôle, on était dans le huddle avant le jeu, puis tu sais, à chaque fois que tu te fais pin down à la ligne de 2, 3, 1, fuck, là. Mais on était dans le huddle, puis Kemper était comme, les gars, 98 yards. 98 yards. Puis c'était arrivé, c'était malade. C'était malade. C'était une très belle course. Il a vu que je pense que la défensive s'est mal alignée. Ils n'ont pas aligné assez de joueurs en défensive du côté gauche de la ligne à l'attaque. Ce qui a fait en sorte que Rojo l'a vu automatiquement, puis en a profité. C'était vraiment. Ah, ben ça, c'est vraiment tout un jeu, là. On décrivait la rencontre, nous autres, on présentait le match là, sur les ondes de RDS. C'est vraiment spectaculaire comme course. Euh, Écoute, Tom Brady a fait du bon travail de disperser ses passes. Tout le monde a touché au ballon du côté de l'attaque. À quel point c'est difficile, parce que là, vous avez vraiment tout un groupe de receveurs avec l'ajout d'Antonio Brown. À quel point, justement, c'est difficile là, de garder tout le monde heureux, entre guillemets, là, tu sais, parce que il y a plusieurs bouches à nourrir, comme on dit, du côté de l'attaque. Ouais, c'est ça qui est. On pourrait penser que c'est difficile parce que tu as des gros noms dans notre équipe. On a un Mike Evans, Chris Godwin, on a un Antonio Brown maintenant, Gronk. Mais tu sais, c'est tous des excellents joueurs d'équipe. Puis je pense que, tu sais, c'est sûr qu'Antonio, il veut le ballon. Puis c'est normal. Puis si tu veux pas le ballon en tant que receveur, ben tu devrais pas jouer receveur. Donc je pense que les gars, ils ont faim. C'est normal. Puis honnêtement, je pense que les gars, ils font vraiment un bon travail de mettre l'équipe de l'avant. Puis de pouvoir gagner des séries. C'est important en ce moment pour nous. Ouais. Puis qu'est-ce que tu as vu de la part d'Antonio Brown? Bon, on entend plusieurs choses à son sujet. Une des choses qu'on entend également sur le terrain, du moins, que c'est un joueur là, qui est vraiment un travailleur acharné durant les séances d'entraînement, durant la semaine de préparation. Fait que ça fait pas longtemps là, qu'il est avec vous. Ça fait quoi, peut-être 3 semaines? C'était son Ouais. deuxième match dans l'uniforme des Bucks. Qu'est-ce que tu as vu de sa part là, sur le terrain et dans le vestiaire? Honnêtement, moi, je trouve que c'est vraiment une personne qui est cool d'être avec. Il est drôle, il raconte des histoires, le fun. Mais comme tu dis, c'est un travailleur acharné. Il est toujours en train d'attraper des ballons, que ce soit entre les répétitions durant les pratiques ou après les pratiques. Puis, tu sais, tu aurais pensé qu'un gars qui a été le meilleur receveur de la ligue à un certain point, tu sais, il possède assez des caractéristiques, des habiletés pour pas avoir à travailler aussi fort. Mais non, justement, au contraire, il est tout le temps en train de travailler puis d'attraper des extra passes. Donc, pour moi, c'est quelque chose qui flashait beaucoup. Puis je trouve que c'est vraiment une bonne éthique de travail. Puis honnêtement, j'ai rien à dire par rapport à ça. Pour l'instant, en tout cas, c'est un très bon teammate. Ouais, tout à l'heure, tu as mentionné le nom de Gronk, de Rob Gronkowski. Il a inscrit un touché, mais il a été généreux. Il t'a permis de célébrer. Il t'a remis le ballon pour que tu puisses le spiker. Dis-moi comment ça s'est passé, ça? Est-ce que c'était spontané? Est-ce que c'était quelque chose que vous avez discuté durant la semaine? Raconte-nous ça, comment ça s'est déroulé. Donc, avant ce jeu, j'ai demandé à Gronk, il score, can I spike? C'était comme, you want it? Ouais, ouais, je veux. Puis, tu sais, c'est tellement un bon dude, man. On a du fun ensemble, il est drôle. Puis, tu sais, il y en a assez des touchés, là, et ça ne dérangeait pas partout de me le passer. Donc, il a planifié avant le jeu qu'il allait me passer. Puis, donc, c'est super cool de sa part. Puis, tu sais, on sait bien, mon rôle, c'est pas d'attraper des ballons ni de scorer des touchés comme lui. Donc, pour lui de faire ça, c'était vraiment cool de sa part. Ouais, je sais pas si tu te souviens, on s'était parlé durant l'été pendant le camp d'entraînement.
Puis on s'était dit là, que de tes objectifs cette année, c'est premièrement de participer aux éliminatoires pour la première fois de ta carrière. Là, vous semblez être dans la bonne voie pour que ça se produise. Mais également, il faut que tu inscris le premier toucher de ta carrière. Parce que là, tu as fait ta première célébration, mais tu es toujours à la recherche de ton premier toucher. Exact. Ouais, j'espère que ça s'en vient, mais tu sais, pour l'instant, je fais ce qu'on me dit de faire, puis probablement qu'à un moment donné, en espérant que ce soit cette saison-ci, je vais être remercié pour ce que je fais. Donc, on verra, mais tu sais, je me plains pas de ça. C'est pas quelque chose que je dis, ah fuck, je veux absolument un catch cette game-ci. C'est quelque chose qui va venir, puis tu sais, quand mon numéro est appelé, j'ai juste à faire le jeu, puis tout va bien. Là, tu sais, je remplis mon rôle, c'est ce que c'est ça mon travail. Puis le reste, ça va venir. Où est-ce qu'on s'en entendra pas, là? C'est sûr que à bloquer comme ça, à un moment donné, une petite passe de temps en temps, Ça ça va pourrait être arriver, ça ouvert. va Donc, arriver. ça va arriver. On va voir. Ouais. Ben écoute, comme je le disais, la dernière fois qu'on s'était parlé, c'était lors du camp d'entraînement. Ça faisait quelques semaines seulement que tu étais un coéquipier de Tom Brady. Dis-moi, qu'est-ce que tu vois comme différence au sein de l'équipe comparativement lors des dernières années avec l'ajout de Tom Brady et également des autres joueurs que vous avez ajoutés à votre formation? Mais je pense que, tu sais, aussi, on parle beaucoup de Tom Brady, de Gronk et tout ça, mais il faut aussi parler de notre défensive parce que ils font un sale travail, puis c'est beaucoup des jeunes, tu sais, tous les DB, tout ça, c'est vraiment des jeunes joueurs. C'est impressionnant ce qu'ils font comme travail. Puis je pense que ça leur a donné confiance d'avoir un joueur comme Tom qui protège vraiment le ballon. Puis qui, tu sais, il va prendre le sac au lieu de lancer une interception, il va prendre le sac au lieu d'échapper le ballon. Je pense que c'est vraiment quelqu'un qui protège bien le ballon, puis c'est ça qui fait le mieux. Donc, pour nous, ça donne confiance à tout le monde, ça nous garde dans le match. Tu sais, contre les Giants, je pense qu'on avait de la misère à bouger le ballon un peu, mais tu sais, on n'a pas créé de revirement, donc pour nous, de faire ça, ça nous garde dans le match. La défensive, eux, de leur bord, crée des revirements, alors on revient sur le terrain, on score. Donc, tu sais, ça nous permet vraiment de jouer en équipe, finalement. Oui, puis écoute, au sein de votre section, bon, vous avez perdu 2 fois contre les Saints de la Nouvelle-Orléans. Toutefois, là, les Saints vont être privés des services de Drew Brees pendant plusieurs semaines, il semble, blessé aux côtes. Puis non seulement ça, mais il a également subi un poumon de perforé. Donc là, ça va être ton ancien carrière, Jameis Winston, il semble qu'il devrait devenir le carrière partant des Saints. Je sais que tu m'as toujours dit que tu appréciais Jameis. À quoi tu t'attends de sa part là, de le voir obtenir une deuxième chance, finalement, de le voir obtenir la chance de relancer sa carrière avec les Saints? Ben, au niveau personnel, je souhaite qu'il fasse bien, c'est sûr et certain. Au niveau de l'équipe des Bucks, ben, tu sais, s'il lance une coupe d'interception ici et là, ça me dérangerait pas, mettons. Mais, tu sais, parce qu'ils ont vraiment une bonne équipe. Euh, tu sais, tu souhaites toujours battre une équipe à leur plein potentiel. Drew Brees jouait super bien cette année. Mais je pense que Jameis Winston apporte quelque chose euh, surtout les deep balls, de pousser la défensive au niveau vertical. Je pense que c'est quelque chose que Jameis peut apporter à cette équipe-là, puis qui peut être dangereux au bout de la ligne. Oui. Lundi soir prochain, vous allez affronter les Rams. La rencontre va être représentée sur les zones de RDS. Pour les gens à la maison, dis-moi quand est-ce que vous allez commencer votre préparation, parce qu'aujourd'hui, si je ne me trompe pas, c'est une journée de congé pour vous. Ouais, surprenamment, on a jusqu'à jeudi. Bruce était content de la victoire dimanche passé, donc il Ah, nous a nice! laissé jusqu'à jeudi. Ouais, ça va faire du bien parce que, tu sais, on a un bye week assez tard, nous, cette année. Je pense que c'est la semaine 13, si je ne me trompe pas, ce qui est quand même tard. Donc, on a enfilé toutes ces semaines-là de suite. Donc, on commence à être fatigué un petit peu. De reposer les troupes, ça va faire du bien, je pense. Ouais, ben oui, surtout là, si vous participez aux éliminatoires, ça va peut-être être une bonne chose finalement d'avoir la semaine de congé plus tard durant la saison. À l'approche des éliminatoires, là, ça sera pas une mauvaise chose. Ouais, c'est sûr, j'avais pas pensé à ça. Ouais, ouais, non, non, c'est ça. Il y a du positif dans tout, Anthony. Il y a du positif dans tout. Écoute, euh, je voulais savoir si tu avais eu la chance de voir ce catch-là là, qui a fait jaser, le catch de DeAndre Hopkins.
des Cardinals de l'Arizona dans la victoire des Cards contre les Bills de Buffalo sur ce Hail Mary, cette passe désespérée de la part de Kyler Murray. T'as-tu la chance? J'imagine que tu as vu le. Tu peux pas ne pas avoir vu ce jeu-là. C'était partout sur les réseaux sociaux après la rencontre. Ah, exact. Dis-moi qu'est-ce que tu en as pensé, Ouais, parce que, bon, comme tout le monde, tu es un joueur de la NFL, mais également un amateur de football, là. ben, honnêtement, c'était juste malade, là, tu sais. En tant que corps arrière, quand tu lances cette passe-là, tu fais juste prier. Puis ton receveur réussit entre deux joueurs à attraper le ballon. Tu vois les puissantes mains de Diop là, qui va voler le ballon finalement. Euh, je sais pas comment tu peux te sentir comme ami défensif, là, mais c'était assez impressionnant, man. Les Cardinals ont vraiment une bonne équipe, surtout Diop. Puis c'est un baller, man. Puis de voir ça, ça m'a pas trop surpris, mais encore une fois, comme je te disais, tu pries en lançant le ballon, puis ton receveur tombe avec finalement. C'est quand même assez spectaculaire. Ouais, ouais, non, ça, c'était tout un jeu. Puis le jeu de Murray a avancé également pour acheter du temps, sortir de la pochette. Puis c'est ça, là, de décocher cette passe-là quand même avec précision, là, tu sais, c'est vraiment un jeu incroyable, là. Les Cardinals, peut-être qu'éventuellement, ils vont être sur votre chemin, puis vous allez peut-être les affronter éventuellement là, en éliminatoire, là, possiblement. Faut y aller une game à la fois, bon Didier. On Ouais, va je voir sais, ça. je sais. Je sais. Je sais. Mais là, comment t'entrevois? Je sais que, bon, comme tu viens de dire, tu sais, vous y allez d'un match à la fois. Mais comment tu entrevois le reste du calendrier régulier pour vous? Parce que, comme on disait tout à l'heure, il y a eu plusieurs joueurs qui se sont ajoutés à la formation durant la saison morte. Tom Brady, cas arrière. Là, ça a pris un certain temps avant que la cohésion, la chimie s'installe. Mais là, il semble que c'est le cas. Puis même, bon, il y a quelques semaines, Antonio Brown s'est ajouté. Encore une fois, tu sais, c'est de s'habituer de l'avoir au sein de la formation. Fait que comment tu entrevois ça, là, le reste de la saison? Puis surtout que, comme tu l'as dit, votre défense joue bien, mais elle jouait bien l'année dernière. Mais là, vous avez un carrière qui protège mieux le ballon, puis ça fait juste en sorte que la défense paraît encore mieux, là. Mais tu sais, c'est difficile quand même comme année parce que on n'a pas eu les OTAs, on n'a pas eu de preseason game. Fait que tu sais, toutes les games, toutes les pratiques sont importantes pour le synchronisme puis la cohésion d'équipe avec un nouveau carrière, tu sais, dans le système. Puis je pense que on fait quand même bien dans les matchs à ce niveau-là. Je pense qu'on a vraiment fait ça en accéléré. Mais tu vois à quelques reprises, il manque un peu de synchronisme, il manque un peu de connexion. Mais je pense que, comme je dis, les pratiques, c'est vraiment important, selon moi, en ce moment, pour rattraper le temps perdu. Puis, on peut que d'aller de l'avant avec cette équipe-là, c'est sûr et certain. Chaque match est important, puis il faut y aller un match à la fois, là. Ouais, justement, est-ce que tu as trouvé ça difficile, le début de la saison? Tu sais, sans avoir eu, comme tu as mentionné, là, les mini-camps, pas de OTA, c'est un camp d'entraînement qui était différent de ce qu'on a traditionnellement. Comment tu as trouvé ça, justement, de t'ajuster à ça, surtout au début de la saison régulière? Ben, c'est spécial parce que tu es habitué à un certain horaire, tu es habitué de pratiquer du football au printemps, ce qu'on n'a pas pu faire cette année. Là, tu arrives au training camp, c'est un peu stressant parce que tu n'as pas joué au football avant. Mais finalement, tout s'est bien passé. C'est juste que au niveau du camp d'entraînement, ça a vraiment été plus difficile que d'habitude parce que on essayait de rattraper le temps perdu de ne pas avoir de game. Donc, on avait des pratiques où est-ce qu'on était full contact, on faisait des full drive, offense contre defense. Donc, ça, c'était vraiment quelque chose qui était difficile, surtout qu'on avait moins de joueurs que d'habitude à cause du coronavirus. Fait que pour nous, c'était quelque chose qui était spécial. Euh, Là, c'est là que tu as eu des blessures euh, de soft tissue, des hamstrings, des mollets comme moi. C'est là que ça fait en sorte qu'il faut que tu protèges ton corps mieux, mais en même temps, il faut être pratiquer, quasiment jouer des games à chaque pratique. C'est ça qui a été vraiment un peu plus difficile cette année. Mais regarde, on a su sortir de ça, puis je pense qu'on a une assez bonne équipe là, pour pouvoir affronter les prochains défis qui vont se présenter à nous, là. Ah ben c'est parfait, Anthony. Écoute, je ne prendrai pas plus de ton temps. Ben écoute, je vais en profiter pour rappeler aux gens qui nous écoutent ou qui nous regardent que votre prochaine rencontre de lundi soir ben, sera présentée sur nos ondes, sur les ondes de RDS Buccaneers contre Rams. Puis qui sait, peut-être qu'on va assister à ton premier toucher en carrière sur nos ondes. Ça serait vraiment, vraiment cool, là. Ça pourrait arriver.
Ça serait fou que tu l'aies collé dans notre podcast. Mais... Ben ouais, t'imagines? Euh, On va voir si j'ai des talents afin de prédire les choses. Ben écoute, je te souhaite la meilleure des chances pour le restant de la saison. De toute façon, on va être en mesure de te revoir au podcast au cours des prochaines semaines. yes, man. Ça fait plaisir d'avoir participé, puis merci beaucoup. On accueille maintenant mon collègue et ami Mathieu Prou afin de discuter des actualités du côté de la NFL. Mathieu, c'est fou, là. Déjà, jeudi soir, ça va être la 11e semaine d'activité qui va Ouais, commencer. ça n'a Ça pas n'a de bon aucun bon sens. sens, hein? Ouais, Ouais, ça n'a pas de bon vraiment, là. sens. Puis j'ai vraiment l'impression, je ne sais pas pourquoi cette année ça roule plus vite. C'est pas parce que la vie à l'extérieur aussi est complètement différente, mais j'ai l'impression que cette saison-là, elle roule à un rythme fou. Puis je pense qu'on est les deux très contents, comme bien des gens, que la saison se déroule sans trop d'interruptions. Fait que c'est bien cool de voir ça. Ouais, ça, on a eu quelques frousses depuis le début de la saison, mais dans Mhm. l'ensemble, là, ça va bien. Donc, Cardinals contre Seahawks jeudi soir. De toute façon, on va avoir la chance Yes. d'en parler. Écoute, je vais commencer avec toi en faisant un retour sur le match de lundi qui était hier, là, dans le fond. J'ai l'impression que Ouais. ça fait 2 jours, mais c'était juste hier. Cette victoire des Vikings du Minnesota contre les Bears de Chicago. Les Vikings qui paraissent bien là, depuis un mois, on joue bien. Est-ce que tu penses qu'ils pourraient Mhm. participer aux éliminatoires? Parce qu'on se souviendra, le début de la saison, ça avait vraiment été désastreux, en particulier du côté de l'unité défensive. On avait tellement de jeunes joueurs au niveau de la tertiaire. Ouais. Mais on semble avoir trouvé notre identité. Là. Est-ce que tu penses que les Vikings pourraient justement participer aux éliminatoires éventuellement? Ben, je veux pas dire que je l'ai dit, mais j'ai jamais vraiment quitté le bandwagon des Vikings. Début de saison, j'aimais l'équipe. Je pensais que ce serait une bataille entre eux et les Packers pour la section. Même après quelques contre-performances, tu sentais qu'il y avait quelque chose. Là. C'est pas une équipe qui se faisait écraser ou humilier. Il y avait des éléments là qui me laissaient croire que cette équipe-là pouvait être bonne. Surtout le match, on se souvient, contre les Seahawks. Je pense que c'était un moment clé pour moi dans la saison où ils ont complètement dominé les Seahawks. Mais Dalvin Cook s'est blessé, puis là, Russell Wilson a opéré sa magie, puis c'est ça qui a fait en sorte que les Seahawks ont gagné, mais je pense qu'il aurait pu gagner ce match-là. Fait que plusieurs matchs, il aurait peut-être pu gagner. Puis là, depuis quelques semaines, avec ce que Dalvin Cook offre, tu as vraiment, comme tu as dit, ton identité offensive. Kirk Cousins est efficace. Adam Thielen et Justin Jefferson, c'est deux excellents receveurs de passes. Fait que, écoute, je trouve qu'il y a des bons éléments, moi, très certainement, qui ne sont pas encore éliminés de la course dans la nationale. Ils vont être à surveiller. Ils n'ont plus beaucoup de marge de manœuvre, mais c'est une équipe qui va être pour moi à surveiller là, d'ici la fin de la saison. Non, moi, je ne te cacherai pas que j'avais quitté le bandwagon des Vikings. En plus, je les avais choisis avant le début de la saison pour terminer au premier rang de leur section, mais écoute, Ouais. la défense en arrachait tellement. Là, j'ai quitté en vitesse là, comme un édifice en feu. Mais quand tu regardes leur calendrier, en plus, leurs 3 prochaines rencontres contre les Cowboys, les Victoire. Panthers qui vont être sans Teddy Bridgewater, Ouais. Victoire. vraisemblablement. Et après ça, les Jaguars. Donc, Victoire. ce calendrier, pas relativement, ce calendrier facile là, pour Ouais. les Vikings durant les prochaines semaines. Fait que, ouais, en tout cas, il semble qu'ils pourraient se replacer vraiment, là, revenir au plus fort de la course pour une place en éliminatoire. Là. On sait comment Ouais, les parce que, tu choses sais, ont. Ouais, Vas-y, vas-y. vas-y. En Non, fait, c'est j'allais que juste dire, je me... ouais. La Classique. beauté d'être à OK, distance, là, c'est ça, là. je vais y aller, je vais y aller. J'allais juste dire, Vas-y, vas-y. les Bears, on les élimine de la course là, dans cette section-là, c'est clair. Là, moi, je pense pas plus là, les Lions non plus, j'y crois pas bien. Ça va dépendre des équipes dans les autres sections, mais avec 7 équipes qui font les playoffs cette année, tu peux te ramasser en éliminatoire même avec une fiche de 8-8. C'est possible. Fait que, ça va être intéressant à suivre. Là. Ouais, non, les Bears, je pense qu'on peut oublier ça, là, parce qu'en plus, Nick Foles s'est blessé à la toute fin de la rencontre. Ouais. Là, les Bears, Matt Nagy, après le match, il disait, bon, c'était à une hanche ou à une jambe, donc il n'était pas très précis sur la nature de la blessure. J'ai bien hâte de voir, là, parce qu'on regardait le match ensemble. Lorsqu'il s'est blessé, on se disait, mon Dieu, ça n'a pas l'air, la façon dont il a Ah chuté. ouais. Il a chuté sur sa hanche, mais ça n'avait pas l'air de quelque chose de grave. Finalement, il est resté au sol, il ne s'est pas relevé. Il a même dû quitter en voiturette. Ben, même avec Nick Foles en santé, moi, je pense que les Bears s'enlignaient pour rater les éliminatoires. Mais là, s'il n'est pas là, puis Mitchell Trubisky est ennuyé par une blessure à une épaule, donc ça se pourrait, il est possible que Tyler Bray devienne le carrière partant des Bears. Ouch. Bref, en tout cas, on va voir ce qui va arriver, mais tout ça pour dire, ouais, les Vikings vont être à surveiller là, d'ici la fin de la saison, puis les choses ont donc changé durant la deuxième moitié de la saison, durant le calendrier de la NFL. Fait que les Vikings, je pense pas que c'est une équipe, si elle va accéder aux éliminatoires, je crois pas qu'elle va
être en mesure de faire des dommages, là, parce qu'il ne faut pas oublier que, Mhm. bon, Kirk Cousins, habituellement, n'est pas le meilleur sous pression, mais quand même, si on peut Non. accéder aux éliminatoires après avoir connu un mauvais début de saison, ça serait vraiment un bel accomplissement du côté des hommes de Mike Zimmer. Écoute, il faut parler, bon, bien sûr, du match entre les Bears et les Cardinals. La passe qui a été attrapée par DeAndre Hopkins, j'en parlais tout à l'heure avec Anthony Auclair, lui-même, il était impressionné par ce jeu-là. Tout le monde l'a été. Ça, il n'y a aucun doute là-dessus. Mais est-ce que les Bills vont se remettre de cette défaite-là? Ça, c'est une des questions que je me pose. Puis une chose qui m'inquiète, et on s'en est parlé à plusieurs reprises depuis le début de la saison, c'est la défense des Bills. Puis Ouais. Buffalo a perdu 3 matchs cette année. Puis en moyenne, durant ces 3 défaites-là, on a accordé 210 verges au sol. Puis encore une fois, ça n'a pas bien Ouch. été contre la course contre les Cardinals de l'Arizona. Toi, tu penses quoi des Bills là, présentement? Ben, tu sais, moi, sincèrement, je pense pas que cette défaite-là va briser le moral de l'équipe parce que c'est un jeu extraordinaire de 2 joueurs extraordinaires. Puis il faut pas oublier ce qui s'est passé juste avant ça, la séquence extraordinaire que Josh Allen lui a orchestrée lui-même avec toute une passe à Stephon Diggs. C'est de ça dont on parlerait aujourd'hui. Si cette passe-là n'avait pas fonctionné à la fin, ils vont dire ah, tu sais, quelle équipe extraordinaire les Bills en ont. Fait que ça change vite, là, tu sais, ce qu'on peut dire sur une équipe ou un match en fonction d'un seul jeu, c'est de dire, tu sais, puis la NFL, on est témoin de ça, toi et moi, mais on en parle souvent, mais à chaque semaine, tu as l'impression, tu sais, puis les Bucks, je pense que c'est le meilleur exemple. Une semaine, tu penses qu'ils vont gagner le Super Bowl, l'autre semaine, tu dis c'est fini, l'autre semaine, c'est une bonne équipe, l'autre semaine après, c'est une moyenne équipe. Ça va tellement vite dans la NFL. Moi, je pense pas. Tu sais, les Bills sont à 7-3. Josh Allen a retrouvé son rythme. Stephon Diggs est un receveur élite. La ligne en attaque joue bien. On a des éléments dans le champ arrière. C'est pas aussi solide qu'on aimerait défensivement, mais une des choses qui est encourageante pour l'organisation, c'est qu'on va être ensemble pendant quelques années. C'est pas une équipe qui est bâtie pour gagner tout de suite. C'est une équipe qui devrait, là, mais c'est une équipe qui peut être bâtie pour les prochaines années. Fait il y a une espèce probablement d'aura de confiance, de continuité, de dire OK, ben c'est un long processus, trust the process. Tu peux vendre ça, Sean McDermott, à ton équipe. Parce que ton carrière il est jeune, puis tu bâtis autour de ça. Donc, non, moi, je pense pas qu'on va perdre confiance. Je pense qu'on va gagner le titre de section chez les Bills. Ça va être une belle lutte avec les Dolphins. Puis, ben, le reste du calendrier, j'essaie de regarder ça. Là, on joue les Chargers la semaine prochaine. Après ça, on joue San Francisco. Après ça, Pittsburgh, c'est tough. Mais on joue Denver, New England, puis on finit avec Miami. Fait que c'est un calendrier, je te dirais, moyen, mais on va aller chercher, on va avoir au moins 10 victoires cette année du côté des Bills. Tu vas rentrer en éliminatoire avec quand même assez de confiance. Je pense qu'on va se remettre de cette défaite-là. Ouais, non, non, je crois que tu as raison. Ça va possiblement plus être en éliminatoire là, que la défense Ouais. va devenir un problème. Si tu dis en calendrier régulier, comme tu l'as dit, là, tu viens de parler des prochaines rencontres, c'est pas si pire, mais en éliminatoire, jusqu'à présent, c'est vraiment pas une défense là, en qui j'ai confiance. Mais le jeu de Kyler Murray, bon, on en a parlé là, depuis dimanche, on n'arrête pas d'en parler, Mhm. de la passe de Murray à DeAndre Hopkins. Euh, ce qui est intéressant dans tout ça, c'est qu'est-ce que les Cardinals ont fait pour acquérir Kyler Murray. Souviens-toi, on avait repêché Josh Allen dans le top 10, je crois que c'est Josh Ouais. Allen, Josh Rosen. Je crois que c'était en 10e position qu'on avait repêché, puis un an après, on a repêché Kyler Murray. Parce que du côté de l'organisation des Cardinals, on reconnaissait que Murray il avait le potentiel de devenir un grand joueur. Clairement, ça a été la bonne décision. Josh Rosen, on ne l'a presque pas revu depuis. Il se promène et tout. Puis Kyler Murray, effectivement, il nous démontre le potentiel. Il est un grand joueur déjà, même. Il est un Ouais. joueur d'exception avec qu'est-ce qu'il a accompli avec son bras, avec ses jambes. Bon, naturellement, la remontée contre les Bills. Mais le point que j'essaie de faire, ça m'amène de parler des Broncos de Denver puis de Drew Lock. Parce que je suis en train de me demander, parce que Drew Lock a été victime de 4 interceptions contre les Raiders. Les Raiders ont facilement vaincu les Broncos de Denver. Mais les Broncos ne devraient pas justement peut-être voler le plan de match là, des Cardinals qui n'ont pas hésité afin d'appuyer là, sur le bouton reset, comme on dit, qui ont reconnu que Rosen n'était pas assez talentueux. Puis surtout lorsqu'on regarde les carrières qu'il y a dans le repêchage, notamment Trevor Lawrence de Clemson, Justin Fields de Ohio State notamment. Si tu étais John Elway, tu ne serais pas tenté peut-être juste de tirer la plug, comme on dit, sur Drew Lock. Parce que moi, j'ai jamais été un fan de Drew Lock, même à l'Université de Missouri. C'est un carrière qui habituellement est victime de plusieurs revirements, qui prend des mauvaises décisions. C'est le cas quand il jouait à Missouri. C'est ce qu'on voit là, avec les Broncos. Par moment, il joue bien, mais je ne pense pas qu'il va devenir
un carrière étoile, là. Puis surtout, on voit, il y en a plusieurs jeunes carrières étoiles du côté de la NFL. Ça t'en prend Mhm. un si tu veux compétitionner, surtout que tu es dans la section ouest de l'américaine avec Patrick Mahomes, les Raiders qui sont une équipe nettement améliorée. Puis là, tu as Justin Herbert également avec les Chargers. Fait que là, si c'est John Elway et les Broncos, tu vois qu'est-ce qui se passe avec Kyler Murray du côté des Cardinals. Est-ce que tu ne serais pas tenté de faire la même chose le printemps prochain? Bon, absolument, même sans hésiter une seconde. Tu sais, je pense qu'il a frappé vraiment, il a frappé aucun coup sûr avec ses carrières. Paxton Lynch, Trevor Siemian, il a signé Joe Flacco, il a essayé, écoute, il y avait une belle brochette. Là. Après ça, puis là, tu as Drew Lock, tu sais, qui était son supposé Mhm. prochain. Vraiment, puis ce qui est intéressant dans ton propos, puis tous les gars que tu nommes, c'est que maintenant, je pense que l'échantillonnage n'a pas besoin d'être aussi gros au niveau professionnel pour déterminer si le carrière est ton carrière d'avenir ou non. Tu sais, avant, tu disais, peut-être, je sais pas moi, 2 saisons. On va donner 2 saisons, peut-être même 3, un genre de 30, 40 départs en carrière pour évaluer vraiment si capable de progresser. Aujourd'hui, les jeunes qui arrivent sont prêts, les systèmes sont faits pour eux, on a des systèmes qui sont plus adaptés du niveau universitaire. Fait que tu peux évaluer un corps assez vite. Je pense qu'une saison, moi je pense que maintenant, probablement autour de 20 départs, là, 16-20 départs, une saison complète, tu as déjà une bonne idée de qui tu es. Surtout que Drew Lock a eu des départs l'année passée. Je pense qu'il y en a eu 5 en Ouais. fin d'année. Puis là, il y en a une dizaine cette année. Donc, tu as eu non seulement 15 matchs, mais tu es sur 2 saisons. Donc, tu as eu une entre-saison complète pour travailler sur ce qu'il devait travailler. Puis là, tu reprends à nouveau cette année. Puis ça fonctionne pas. Pour moi, Drew Lock, c'est un flop. Puis c'est un cowboy avec le ballon. Puis il n'y a pas les qualités athlétiques pour jouer le style de jeu qu'il joue. Fait que ça fonctionne pas. Je pense qu'il faut peser reset du côté des Broncos. John Elway n'a pas eu beaucoup de succès avec ses corps, mais vraiment, ce que je trouve qui est intéressant maintenant, c'est que les jeunes corps arrière arrivent prêts dans la NFL. Puis quand tu vois ces gars-là opérer ailleurs, tu te dis, ben écoute, clairement, j'ai pas le gars qu'il me faut parce que ces gars-là produisent un niveau incroyable alors que le mien est encore en train d'apprendre à manger des croûtes. Fait que je pense qu'il faut poser reset. Faut aller chercher un bon jeune corps, mais encore faut-il avoir un jeune corps disponible. Dépend où il tombe dans le draft, dépend comment il aime un joueur. Puis je pense que l'exemple des Cards que tu as souligné avec Josh Rosen, d'ailleurs, Josh Rosen, sais-tu où il est rendu? Je ne savais pas, j'ai regardé pendant que tu parlais. Sais-tu, il est rendu où, Josh Rosen? Ouais, non, dis-moi ça. Non, non. Je sais pas, je m'en souviens pas. Vas-y. Avec les Buccaneers de Et Tampa chez Bay. lui? Non, avec Ah, les ouais. Buccaneers de Tampa Bay. Fait qu'il est probablement sur l'équipe de Mais c'est pratique, leur j'imagine. Je sais carrière pas. numéro 3 quoi. Ouais. Ben, j'ai juste vu là, rapidement sur Pro Football, là, c'est ici. Là, fait que je sais pas, probablement qu'il n'a pas touché un ballon. Là, fait que j'imagine qu'il est sur l'équipe de Parce que là, pratique, mais il est avec il les en est Bucks. rendu à sa combienième équipe, là, Josh Rosen. Il était avec Arizona, Miami, that's it. Puis après ça, là, C'est tout. c'est sa troisième équipe en 3 ans. Fait que pour dire Ouais. que ça n'a pas vraiment Ah, bien c'est une bonne fonctionné. moyenne quand même, ouais. Ouais. Mais lui, en plus, semble-t-il que ce qu'on entend de l'extérieur, c'est que sa personnalité n'était pas super attachante non plus. C'est pas le gars le plus sympathique, c'est pas le gars le plus travaillant. Fait que, c'est un gars brillant, ça a l'air, mais c'est un gars qui est pas prêt à mettre les efforts puis qui a pas nécessairement la personnalité pour ramener les autres avec lui. Fait que ça, écoute, ça t'amène pas loin, c'est dommage parce qu'on parlait hier d'un gars comme Chase Daniel, vétéran de, je sais pas, 12, 13 saisons dans la NFL, qui n'a vraiment jamais été un partant, qui n'a pas la qualité d'être un partant, mais qui est un bon deuxième, qui s'est promené d'équipe en équipe, mais qu'au final a fait 37 millions dans sa carrière. Fait qu'à la limite, si Ouais, t'es puis il a une bonne sympathique, c'est un bon attitude gars d'équipe. également. Ouais. Ah oui, c'est ça. Tu peux peut-être te faire une carrière comme substitut, puis il n'y a rien de mal à ça. C'est absolument louable. Tu peux te faire des millions, assurer tes vieux jours. Fait que, c'est plate d'un gars comme ça qui pense qu'il est incroyable parce qu'il est choisi dans le top 10, puis finalement, il devient un flop, puis rapidement, il est sorti de la ligue. Fait que, tout ça pour dire que je pense que oui, les Broncos doivent recommencer ce qu'ils ont fait au poste de quart parce que c'est une équipe qui va aller nulle part. C'est dommage. On a une bonne défense, on a d'excellents receveurs, on a une ligne attaque qui performait mieux que ce qu'on pensait. Quand tu regardes les running backs, c'est solide. Vraiment, carrière, ça mène un bon carrière dans cette équipe-là. Cette équipe-là pourrait causer des problèmes à bien des équipes rapidement. Ouais, ben justement, on va parler d'une des anciennes équipes de Josh Rosen, les Dolphins de Miami. Eux, ils ont leur gars pour l'avenir, Antua Tagovailoa. Mais il n'y a pas juste Tua, là. Il y a la défense des Dolphins. Ouais. Mathieu, OK. Et contre les Chargers, Justin Herbert a passé pour moins de 200 verges, parce que depuis il a été inséré dans la formation partante, il gagne pratiquement 300 verges à toutes les semaines. Mais depuis que Mhm. Tua est partant, OK, en 3 matchs, les Dolphins ont inscrit 34 points à la suite de revirements. On a marqué 2 touchés défensifs et on a également inscrit un touché sur les unités spéciales. Donc, c'est pas juste toi, mais c'est vraiment l'équipe au complet, les 3 facettes de jeu. C'est ça que j'aime vraiment des Dolphins de Miami. Quand on regarde leur calendrier,
Écoute, il n'y a pas un calendrier plus facile au cours des 3 prochaines semaines. On va jouer contre les Broncos, contre les Jets et les Bengals. Donc, les Dolphins qui sont 6-3 pourraient être facilement là, se ramasser à être 9-3. Là. Écoute, Ouais, pire scénario, ils perdent un de ces 3 matchs-là, mais faut quand quand même même, là, 8-4. donc, ben non, ben c'est ça, exactement. Tu sais. Puis il ne faut pas oublier, on a les choix au repêchage des Texans de Houston, choix de première et deuxième ronde lors du prochain repêchage. Il ne faut pas oublier ça. Mais tout ça pour dire que les Dolphins, c'est ça, on parle beaucoup de Tua, avec raison, on avait hâte de le voir. Il avait été le 5e joueur sélectionné lors du dernier repêchage. Mais ce qui m'impressionne, c'est semaine après semaine, c'est les performances d'équipe qu'on a du côté de Miami. Et c'est la raison pour laquelle, écoute, je pense que c'est pas mal évident là, que les Dolphins devraient participer aux éliminatoires. Là. Oui, et on va ajouter les unités spéciales. Il y a un retour de botté pour un toucher de Jakeem Grant. La semaine dernière, je pense, si je ne me trompe pas, on a fait bloquer un botté. Donc, toutes les unités contribuent. Puis Ouais. défensivement, moi, ce que je trouve intéressant, c'est qu'on a pris des gars qui étaient ailleurs, qui ne performaient pas nécessairement bien ou qui étaient corrects, puis on les fait performer dans un système. C'est vraiment Brian Flores, tel un disciple de Bill Belichick, qui trouve un rôle pour chaque joueur. Puis peut-être qu'il ne fonctionne pas ailleurs, mais il fait fonctionner. Moi, je pense à un gars tout de suite comme Emmanuel Ogba. Jamais vraiment, tu sais, c'est pas un gars. C'est un gars qu'on entendait, qui se promenait, qui faisait des jeux ici et là, mais là, il est rendu Il y vraiment a un bon dominant dans ce potentiel. système-là. Ouais. Ouais, c'est ça. Puis là, finalement, il produit. Tu sais, t'as Zach Steeler qui vient de Baltimore. T'as Shaq Lawson qui vient de Buffalo. Là, t'as Landon Roberts Calvino qui vient de Nouvelle-Angleterre. Fait qu'on a rebâti à travers les joueurs autonomes. Puis on a bien repêché. Puis ça donne ce qu'on voit là. Tu sais, alors, oui, on va faire, je pense, les éliminatoires cette saison. Parce que je pense qu'après ces 3 matchs-là, on fait face à Casey, si je ne me trompe pas. Et là, ça va être bien intéressant de voir cette confrontation-là contre Casey du côté des. Peut-être que je me trompe, là, mais il me semble que c'est un gros match là, après ces 3 matchs plus faciles. Là. Ouais, Et tout ça mais pour dire, ça va être. Ouais, vas-y. non, non, vas-y, pendant ce temps-là, je vais aller regarder le calendrier des Dolphins pour voir si c'est bel et bien les Chiefs après les 3 rencontres que j'ai mentionnées qu'ils vont affronter. Surtout, ce qui est impressionnant, c'est de voir que là, c'est une équipe qui est solide, qui est bien bâtie. Tu as ajouté les choix au repêchage des Texans là-dedans. Tu as un jeune corps qui coûte pas cher. C'est la formule en 2020 ou dans les années récentes. Là. Avoir un corps qui coûte pas trop cher, tu peux mettre des éléments autour de lui où tu mets un peu plus d'argent, puis bâtir autour de ça avant de donner le gros contrat à ton corps. Fait que la fenêtre, là, elle va être dans les 3-4 prochaines années pour les Dolphins. Présentement, c'est une année où on va faire les éliminatoires, on va bâtir, on va amener de l'expérience, puis peut-être que dès l'année prochaine, là, on va se lancer pour la course au Super Bowl. Mais c'est vraiment bien ce qu'on a fait du côté. Là. C'est Chris Greer, je pense que le DG, Brian Flores, Ouais. qui est l'entraîneur-chef, font un travail remarquable du côté de Dolphins. Ouais, puis c'est effectivement, écoute, les Chiefs qu'on va affronter, ça va avoir lieu le 13 décembre. Les Dolphins qui vont accueillir les Chiefs. Alors, les Chiefs sont retournés à Miami pour la première fois depuis leur conquête du Super Bowl au mois de février Ah oui. dernier. Fait que peut-être les Chiefs vont être encore plus motivés. Ça, c'est peut-être une mauvaise nouvelle pour les Dolphins. La semaine d'après, ils vont affronter les Patriots. Donc ça devrait être intéressant également, justement, Brian Flores Ah oui. va aller contre Bill Belichick. Puis bon, les Patriots qui semblaient être plus coriaces. Justement, ben, en parlant des Patriots, est-ce que tu crois que les Patriots pourraient se replacer suffisamment afin de participer aux éliminatoires? Moi, personnellement, j'y crois pas. On a notre identité qui est le jeu au sol maintenant. Damon Harris qui fait du bon travail, naturellement jumelé avec Cam Newton. Mais par la passe, quand ton carrière a plus de toucher au sol que de toucher par la passe, ça c'est pas un bon signe, là, selon moi. Non, j'aime pas trop la formule, moi non plus, chez les Pats. Ça va demeurer l'équipe ou une des équipes les mieux coachées de la NFL. On le voit semaine après semaine, on est capable de changer un peu ce qu'on fait. J'aime les éléments, par contre, qu'on semble développer. Là, tout d'un coup, tu as Damien Harris qui est vraiment solide, qui offre des bons services. La ligne en attaque joue pas mal bien. Tu as un receveur qui commence à s'illustrer. Tu n'en avais même pas un. Là. Au moins, tu en as un, Jacoby Meyers, qui commence à bien jouer. Fait que ça, déjà, ça aide Cam Newton. Ryan Izzo, on oublie ça. On n'a pas vraiment des rapprochés. Mais en attaque, tu as quand même des éléments intéressants. En défense, on va toujours être bien coaché, mais on n'a pas assez de vitesse. Je pense qu'on n'a pas assez de talent, trop d'opt-out à cause de la COVID. Et au final, je pense pas que cette équipe-là va pouvoir en faire assez pour remonter dans la course aux éliminatoires. Mais je tomberais pas en bas de ma chaise s'ils trouvaient une façon de finir 8-8 puis se classer comme 7e équipe. Là, mais moi non plus, j'embarque pas trop dans le projet des Pats cette saison. Je pense que c'est une équipe qui doit rebâtir pour les années à venir. Là. Ouais, puis bon, l'équipe qu'ils ont défait dimanche, c'était les Ravens de Baltimore. Pour moi, les Ravens, je les considère plus des aspirants au Super Bowl. Je sais qu'il y avait beaucoup d'attentes au début de la saison. On se disait, mon Dieu, ça va être entre eux et les Chiefs de Kansas City afin de terminer au premier rang de la section américaine. Mais moi, je commence à être inquiet là, du côté de Lamar Jackson.
parce que semaine après semaine, c'est la même chose qu'on voit là, au niveau du jeu aérien. Je ne sais pas si c'est en raison du système de Greg Roman, du coordinateur à l'attaque, ou si c'est du côté de Lamar qu'il y a un problème, mais on ne voit même pas de passes être tentées au receveur extérieur ou très peu, je veux dire, des passes à l'extérieur des numéros. C'est constamment au centre du terrain. Euh, il n'y a, pas beaucoup d'imagination au niveau du jeu aérien des Ravens de Baltimore, puis surtout qu'on court énormément avec le ballon. Je l'explique mal pourquoi on n'est pas capable justement d'utiliser le play action, puis après ça, de décocher des bombes, des longues passes en direction de Hollywood Brown. Il me semble que tout ça, ça devrait se complémenter. J'attends de voir ça depuis le début de la saison du côté des Ravens, puis je ne le vois toujours pas. Toi, est-ce que tu considères encore les Ravens comme étant des aspirants au Super Bowl? Non, ils ont une excellente défense, excellent jeu au sol, mais le problème de la dynamique du jeu aérien est vraiment flagrant cette année. Puis tu peux pas. C'est donc pourquoi cette équipe-là, quand elle tombe de l'arrière par plus de 10 points, est incapable de revenir. Quand Lamar Jackson et son équipe tirent l'arrière à la demi, ne gagnent pas les matchs. Puis tu as des fois des coordinateurs offensifs qui maîtrisent mieux le jeu au sol que l'attaque aérienne. Je pense que c'est un cas classique de ça ici. On est très créatif au sol. On a beaucoup de différentes permutations, beaucoup de créativité pour l'attaque au sol. Mais quand ça vient au jeu aérien, on n'est pas en mesure de faire en sorte que nos receveurs se découvrent de leur demi-défensif. Des fois, c'est le talent qu'il faut à 1 contre 1, mais des fois aussi, c'est le système. Il faut que tu trouves des façons de créer des match-ups, de créer des confrontations avantageuses, de créer des pics. Peu importe comment tu fais, mais il faut que tu trouves une façon de créer offensivement. Puis il faut que tu donnes la chance à Lamar Jackson de connaître du succès par la voie des airs aussi. Quand il passe de la pochette. Peut-être qu'il faudrait le faire sortir un peu plus. Peut-être qu'il faut le faire bouger. Je sais pas qu'est-ce qu'il faut faire, mais il faut très certainement être créatif. Puis c'est pas anodin là, que Lamar Jackson sorte publiquement puis critique le travail de Greg Roman puis leur cahier de jeu. Ça bouille en dedans depuis longtemps. C'est un message qu'il envoie à l'organisation. C'est un message qu'il envoie plus haut. Quand on fait ça, là, c'est parce qu'on veut clairement que quelqu'un entende ce qu'on a à dire. C'est pas juste Greg Roman. Donc ça doit brasser un peu plus dans les coulisses. Puis je suis convaincu qu'il y a de l'insatisfaction sur le cahier de jeu de Greg Roman. Alors, avec un jeune corps aussi talentueux, les éléments qui sont là en attaque, Greg Roman, c'est peut-être sa dernière année. Si son équipe ne réussit pas à se redresser, on va peut-être aller chercher un nouveau coordinateur offensif, quelqu'un qui est plus axé sur le jeu aérien pour aider Lamar Jackson à amener son niveau de jeu à l'autre étape, parce que là, présentement, il plafonne, même, je dirais qu'il régresse par rapport à ce qu'il était avant, puis ça, c'est vraiment pas une bonne nouvelle pour un jeune corps aussi talentueux que Lamar Jackson. Les choses changent vite du côté de la NFL. Souviens-toi, l'année dernière, tout le monde avait juste des compliments pour Greg Roman. On disait il aide bien Lamar Jackson à se développer. Puis un an plus tard, on se pose la question à savoir ce qu'il sera de retour même l'année prochaine là, à cause que son attaque régresse. Je pense que ça va être à suivre. J'ai bien hâte de voir ça du côté des Ravens de Baltimore d'ici à la fin de la saison. Écoute, il y a plusieurs autres sujets que j'ai discuté avec toi. Ouais. La santé de Drew Brees. Drew Brees qui a subi plusieurs fractures aux côtes. Non seulement ça, il a un poumon d'affaissé. Alors, on ne sait pas exactement pendant combien de temps il va être absent, mais il semble que ce soit Jameis Winston qui va le remplacer. Est-ce que tu penses que les Saints peuvent continuer de gagner? C'est comme ça avait été le cas l'année dernière. Il ne faut pas oublier que Drew Brees avait raté 5 matchs. Teddy Bridgewater était de carrière partant. On avait maintenu une fiche de 5 victoires, aucune défaite durant l'absence de Drew Brees. Est-ce qu'on peut espérer connaître les mêmes succès du côté des Saints avec Jameis? Parce qu'avec Jameis, on ne sait jamais qu'est-ce qu'on va avoir. C'est aussi simple que ça. 30 passes de toucher, 30 interceptions l'année dernière avec les Bucs. Ouais, je pense qu'on va le menotter un peu plus. Pas du tout le même système que celui que Bruce Arians préconise du côté de Tampa Bay, où on veut vraiment aller vertical, attaquer les zones profondes, puis on prend des chances, puis on pousse le ballon. Là, on est plus conservateur, on contrôle le temps de jeu, on contrôle la possession du ballon, on va avec des passes courtes, on utilise Kamara, on utilise nos armes à l'extérieur. Il va falloir à l'occasion pousser le ballon, mais je pense qu'on va limiter les occasions où Jameis Winston va faire ça, ce qui va donc, je pense, limiter les revirements. Donc, il faut qu'il joue à l'intérieur du système. Je pense que Teddy Bridgewater est mieux pour jouer ce système-là. Il était tout indiqué pour jouer ça. C'est ce qu'il joue avec les Panthers. C'est un gars qui fait pas vraiment d'erreurs. C'est un gars qui joue à l'intérieur du cadre du système. Là, c'est de voir si Jameis Winston peut faire ça. Moi, j'ose croire que, avec le talent qu'il a, Jameis Winston, on peut quand même pas y enlever. C'est quand même un carrière talentueux. Je pense que depuis presque un an maintenant qu'il est dans le système, qu'il étudie les cahiers de jeu, qu'il est avec Drew Brees, qui pour la première fois de sa carrière professionnelle un mentor devant lui, il y a quelqu'un qui peut regarder pour voir comment il fait, comment il se prépare, comment il approche les matchs, puis comment il prend sa prise de décision à chaque pratique, à chaque match. Je suis convaincu, moi, que ça va lui donner un coup de main. Il va rentrer dans ce système-là. C'est peut-être pas aussi efficace que Drew Brees, mais il peut clairement avoir du succès. Les Saints, c'est une superbe équipe à tous les niveaux. On a des éléments autour de lui. Il faut juste pas qu'il
temps de trop en faire, mais je pense qu'on peut avoir quand même beaucoup de succès. La question, c'est de savoir, par exemple, Drew Brees absent combien de temps? Parce que tu as parlé de plusieurs fractures aux côtes, affaissement du poumon. Il y a déjà des blessures qui traînaient un peu. Il a 41 ans. C'est sa dernière saison. Est-ce qu'il va pousser pour revenir ou est-ce qu'à un moment donné, il va dire, regarde, c'est plate, mais c'est de même, ça finit. Je ne peux pas risquer ma vie sur un terrain de football. Je pense que connaissant les athlètes, il va pousser et il va tout faire pour revenir. Mais peut-être qu'on va dire, regarde, on a une place en éliminatoire, Drew. Reste là, puis on te ramène pour les playoffs. That's it. On ne prendra pas de chance avec ta santé. On va te ramener le plus tard possible. Puis d'ici là, Jameis va prendre les commandes avec un peu de Taysom Hill là-dedans quelque part. Là. Ouais, c'est ça, on va saupoudrer ça un peu de Taysom Hill un peu partout. Non, mais je pense que Drew Brees va être sage. Rendu à ce stade de ta carrière, je pense qu'il sait que c'est sa dernière saison. Puis, souviens-toi, durant la saison morte, il avait pris un certain temps en fait, de décider s'il allait revenir, s'il allait poursuivre sa carrière. Donc, écoute, c'est simple. Les Saints, c'est le Super Bowl ou rien. Là, okay? C'est ça l'objectif, c'est de gagner un Super Bowl. Donc, je pense que pour Drew Brees, il va être sage. Il va attendre, premièrement, des blessures aux côtes. Je ne me suis jamais fracturé une côte, mais apparemment, je ne sais pas si ça t'est déjà arrivé, mais c'est apparemment très douloureux. Puis là, on parle de plusieurs côtes de fracturées, sans parler du poumon affaissé. Écoute, là, je pense qu'on va être sage du côté de Drew Brees et l'organisation des Saints. On va attendre avant qu'il revienne au jeu parce qu'on veut l'avoir en santé pour les éliminatoires. Là. C'est ça l'objectif numéro 1 des Saints. Exact. Si on veut gagner un Super Bowl. Écoute, avant de te quitter, je vais parler des rencontres qui vont avoir lieu la semaine prochaine. Bon, notamment les Saints, ils vont jouer contre les Falcons. Ce ne sera pas évident. On sait que les Falcons marquent des points. Atlanta a une fiche de 3 victoires et 1 défaite avec Ryan Morris au poste d'entraîneur-chef. Et la seule défaite des Falcons depuis que Ryan Morris est l'entraîneur-chef, Mathieu, ça a été, souviens-toi, lorsque Todd Gurley aurait dû mettre le genou au sol à une verge de la zone début, puis il a marqué un touché. C'était contre les Lions, si je me souviens bien, puis les Lions ont repris possession du ballon. Ça pour dire qu'on pourrait avoir une fiche de 4-0 là, avec Ryan Morris à la barre de l'équipe. Fait que dans les rencontres suivantes, laquelle t'intrigue le plus pour la semaine prochaine? Les Falcons contre les Saints, possiblement un premier départ pour Jameis Winston. Les Titans du Tennessee, pour qui rien ne va plus, vont rendre visite aux Ravens de Baltimore. Donc, ça va être une opportunité pour peut-être Lamar Jackson de connaître un bon match par la passe. Les Packers vont être à Indy contre les Colts. Chiefs Raiders, la seule défaite des Chiefs cette année, ça a été aux mains des Raiders. Et les Rams qui vont affronter les Bucks lundi soir. Quel match t'intrigue le plus? Quelle rencontre tu as le plus hâte de voir? Ah, c'est top, parce que là, c'est clair, tu as pris les meilleures rencontres la semaine prochaine. Là, c'est pas mal ça qui se passe dans la NFL. J'allais pas prendre un match des Jaguars, là, c'est certain. Jaguars contre les Steelers en plus, tu n'allais pas me parler de ça non plus. Non, oui, c'est ça en plus. Oh mon Dieu. Non, moi, j'ai hâte de voir Green Bay Indy. J'ai hâte de voir ce match-là, Green Bay Indy, l'attaque d'Aaron Rodgers contre l'excellente défense des Colts. Les Colts ont été vraiment impressionnants la semaine dernière face aux Titans, justement. Défensivement, c'est une des top 5 de la Ligue. Philip Rivers, quand il ne commet pas de revirement puis il peut ne pas être gêné, il peut être très bon. Alors, on est en mesure de le déranger avec Preston et Zedarius Smith. J'ai hâte de voir ça. J'ai hâte de voir Aaron Rodgers face à cette défense-là. Fait que ça, c'est clairement un des matchs qu'on va surveiller, parce que les Packers, pour l'instant, on ne le sait pas encore. Je ne sais pas toi comment t'es par rapport aux Packers. Je ne suis pas encore vendu. Il était 13 fois l'année passée. Je n'étais pas convaincu. Là, cette année, ils ont une bonne fiche. Je ne suis pas convaincu encore. Je veux les voir battre des bonnes équipes, dominer une bonne équipe. Puis je pense que s'ils battent les Colts, ça commence à donner un peu de légitimité à tout ce qu'ils sont en train d'accomplir. Donc ça, c'est un match que je vais surveiller. Puis, regarde, je vais t'en donner un deuxième. Tennessee-Baltimore aussi, j'ai bien hâte de voir. Parce que tu le dis, si Lamar Jackson est pour relancer sa saison par la passe, ça se passe contre les Titans qui sont incapables d'appliquer de la pression. Puis c'est une mauvaise défense. Fait que tout est indiqué là, pour que Lamar retrouve un peu de rythme en attaque. Ça va être à surveiller, c'est sûr, ce week-end. Ouais, pour répondre à ta question concernant les Packers, c'est la défense de Green Bay là, qui m'inquiète. On sait, on a un historique d'avoir des ennuis contre le jeu au sol depuis l'année dernière. Puis c'est un problème qui refait surface ici et là du côté des Packers. L'attaque, toi, j'ai confiance en l'attaque. Écoute, moi, Matt Lafleur, son système offensif m'avait vraiment laissé sur mon appétit l'année passée. Même statistiquement, Aaron Rodgers, il n'y avait aucune amélioration comparativement à sa dernière année avec Mark McCarthy. Mais là, cette année, on voit la différence avec une deuxième année, lors de la deuxième année de Matt Lafleur à la barre de l'équipe. Mais un joueur, ça fait un bout de temps là, qui n'est pas là du côté de l'attaque de Green Bay, Alan Lazard. Ça fait environ 3 semaines. À toutes les semaines, on dit qu'il pourrait revenir au jeu. Là, il semblerait qu'il devrait revenir au jeu cette semaine contre les Colts. Lazard, je ne sais pas si tu t'en souviens, mais il connaissait vraiment tout un début de saison. Là.
On avait critiqué les Packers pour ne pas avoir repêché un receveur de passe le printemps dernier. Là, Lazare, il avait très bien joué en début de saison. Puis là, on se dit, ah, OK, bon, ben, peut-être que Matt LaFleur, finalement, puis le DG des Packers savait qu'est-ce qu'il faisait lorsqu'ils n'ont pas repêché de receveur. Donc, moi, c'est ça, j'ai hâte de voir le retour au jeu d'Alan Lazare. Mais la défense des Packers, c'est ça qui. Les Packers sont une bonne équipe. Ça, pour Mhm. moi, OK, c'est acquis. Est-ce que c'est une Mhm. équipe qui peut vraiment aspirer aux grands honneurs à cause C'est de ça. leur défense? C'est ça le point d'interrogation. Là, mais de la façon dont Aaron Rodgers joue depuis le début de la saison, écoute, là, ils ont une chance, peu importe contre qui ils jouent. Mais ça va être la défense. S'ils peuvent solidifier la défense à la fin de la saison, naturellement, là, ça aiderait grandement leur chance. Mais non, je crois aux Packers. Même là, Matt LaFleur, Good. j'étais vraiment sceptique à la suite de son embauche. Mais là, regarde, il m'a convaincu qu'il sait qu'est-ce qu'il fait là, en tant qu'entraîneur-chef. Je Bon, ben maintiens parfait, quand même Mathieu. qu'on ne savait pas ce qu'on Ouais. faisait quand on a repêché Jordan Love et AJ Dillon. Je maintiens que c'est deux mauvais choix au repêchage. On aurait dû justement aller chercher au moins un receveur, puis aller chercher de l'aide en défense, aller chercher, je sais pas, un secondaire ou aller chercher un allié défensif, quelque chose. Je sais qu'on a Preston Zedarius Smith, mais on aurait dû aller chercher quelque chose pour aider l'unité défensive. Puis un receveur de passe. T'imagines si t'avais, je sais pas, Jalen Rieger ou un de ces jeunes receveurs de passe du côté des Packers, comment ça ferait une différence. Brendan Ayuk ou n'importe qui, là, ce serait plus solide, à mon avis, que ce qu'on a fait avec Jordan Love et AJ Dillon. Ouais, non, écoute, la réponse sur Love, on va l'avoir dans l'avenir. On va Ouais. voir s'il devient un carrière étoile. On va dire, bon, ben, OK, ça a été une bonne décision du côté des Packers. Fait que ça, on va devoir encore une fois attendre. Moi, c'est surtout la sélection des. Ben, c'est pas surtout. Je n'étais pas d'accord avec le repêchage de Jordan Love. Là. Je suis d'accord Ouais. avec toi, avec tout ce que tu viens de dire. En plus, ça, AJ Dillon en deuxième ronde, puis on le voit jamais, on l'utilise très Non, peu. non. On a déjà Aaron Jones. T'sais, rendu là, c'est peut-être encore une pire sélection Pire. que celle de Oui. Jordan Love en première ronde. Parce que Jordan Love, comme je disais, s'il devient un bon carrière, une fois qu'Aaron Rodgers prend sa retraite, bon, ça va avoir valu la peine de le repêcher. Ben, écoute, Mathieu, Ouais. je vais te laisser y aller. Je sais que tu as une journée occupée. Fait que, écoute, merci de t'être joint à moi durant le Yes. podcast. Puis écoute, on se reparle. On va se voir jeudi sur nos ondes, les Cardinals d'Arizona qui vont affronter les Seahawks de Seattle. Les Seahawks, ça va pas bien. On va devoir rebondir. Euh, la campagne à titre de Russell Wilson pour Ouais. le joueur par excellence de la saison de la NFS, c'est terminé. 7 revirements ses 2 derniers matchs, 10 à ses 3 dernières rencontres, ses 4 dernières Ouais, rencontres, je c'est crois. top. Ouais, ça va pas bien. OK, Mathieu. Bon, ben parfait. Écoute, passe une bonne fin de journée, puis on se reparle. Merci. Yes, Et salut Didier, salut, là. merci. Ciao. Alors, moi, avant de vous quitter, ben, je vais y aller de mes conseils Fantasy Football en vue de la 11e semaine d'activité. Quels sont les joueurs à cibler au niveau du waiver wire? On va y aller rapidement. Je commence avec Wayne Gallman, demi à l'attaque des Giants de New York. Gallman, il a marqué 2 touchés la semaine dernière. Il a gagné 53 verges au sol. En plus de ça, il semble que Devontae Freeman va continuer de s'absenter pour au moins 3 matchs. Freeman est ennuyé par une blessure à une cheville. Les Giants jouent bien, ils sont compétitifs. Joe Judge a fait du bon travail à titre d'entraîneur-chef. Alors, Wayne Gallman peut vous donner un coup de main là, au cours des prochaines semaines dans le dernier droit là, de la saison régulière au niveau du fantasy football. Un autre demi à l'attaque, c'est Salvon Ahmed des Dolphins de Miami. Il arrive de nulle part. Il a quand même gagné 85 verges au sol, inscrit un touché la semaine dernière. Et ça sera à surveiller là, toutefois, parce qu'il est possible que Miles Gaskins effectue un retour au jeu. Mais si ce n'est pas le cas, ben, allez-y avec Ahmed. Sélectionnez-le, gardez-le sur votre banc et puis attendez de voir si Gaskins va revenir au jeu, puisqu'Ahmed, il a semblé solide là, pour un porteur de ballon qui arrive de nulle part du côté de Miami. Autre demi à l'attaque que je vous conseille de sélectionner, c'est Kalen Ballage des Chargers de Los Angeles. Ballage qui est un ancien choix au repêchage justement des Dolphins de Miami. Il a gagné 68 verges au sol, en plus d'amasser 34 verges par voie de réception. Et puis, il semble être là maintenant le porteur de ballon dans le champ arrière des Chargers. Il a couru 18 fois avec le ballon, comparativement à 7 pour Joshua Kelly. Alors, Callum Ballage pourrait vous donner un coup de main. Du côté des carrières, Jameis Winston. Jameis, on le sait, capable du meilleur ou du pire pour son équipe. On sait qu'il a été victime de 30 interceptions l'année passée, mais il a quand même complété 30 passes de toucher avec les Bucs en 2019. Il avait amassé plus de 5000 verges par la passe. Il avait été carrière qui avait gagné le plus de verges par la passe dans la NFL. Alors, dans le système de Sean Payton,
Jameis devrait être productif là, par la force des choses. Alors, si vous êtes mal pris à la position de carrière, que vous n'êtes pas satisfait de la performance de votre quart depuis le début de la saison, ben, regardez Jameis Winston, pourquoi pas l'essayer. Surtout qu'il semble qu'il devrait être le carrière des Saints pendant les prochaines semaines. Ce ne sera pas juste pendant un match en raison de l'absence de Drew Brees. On retourne à la position de porteur de ballon. Carlos Hyde des Seahawks de Seattle. Pete Carroll, je lisais, il a dit que Carlos Hyde devrait effectuer un retour au jeu jeudi contre les Cardinals d'Arizona. Il a raté les dernières rencontres en raison d'une élongation musculaire aux ischio-jambiers. Chris Carson devrait encore une fois rater un autre match. Lui, il est blessé à un pied. Alors, Carlos Hyde devrait être le porteur de ballon partant des Seahawks jeudi soir. Alors, je vous conseille d'aller chercher. Jacoby Myers, receveur de passe des Patriots de la Nouvelle-Angleterre, comme Mathieu le disait, il est le receveur le receveur extérieur le plus productif des Patriots de la Nouvelle-Angleterre, 5 réceptions, 60 verges. Contre les Ravens, en plus, ça, il a complété une passe de toucher de 24 verges. Il semble avoir la confiance de Cam Newton. Alors, Jacoby Myers, encore une fois, si vous êtes mal prêt pour son receveur, un de vos receveurs à congé cette semaine, il pourrait vous dépanner. Sterling Shepard, receveur de passe des Giants de New York, 6 réceptions, 47 verges. Il est ciblé régulièrement. Ce n'est pas une grosse production, je sais, mais il est ciblé régulièrement. Il semble avoir la confiance de Daniel Jones. Mais ce qui est intéressant du côté de Shepard, ce sont ses 2 prochaines rencontres. Contre les Bengals et les Seahawks, 2 des pires défenses de la NFL contre le jeu aérien. En fait, Seattle a la pire défense contre la passe. Alors, c'est vraiment la raison principale, je crois, que Sterling Shepard pourrait vous dépanner pendant une semaine au moins lors des 2 prochaines rencontres. Receveur Alan Lazard, je sais, Alan Lazard des Packers, ça fait environ un mois que je n'arrête pas de vous conseiller d'aller chercher au niveau du waiver. À chaque semaine, on dit qu'il est près d'un retour au jeu. Ça fait un mois qu'on entend ça, je le sais, mais là, il semblerait qu'il va vraiment jouer contre les Colts dimanche. Je sais, c'est difficile à croire, ça fait un mois qu'on entend ça, mais quand même, j'espère que vous l'avez sélectionné lors des dernières semaines, que vous le gardez sous votre banc. Comme je le disais avec Mathieu, Lazard connaissait vraiment un excellent début de saison avant de se blesser. Il pourrait vous aider là, d'ici à la fin de la saison au Fantasy Football et même au niveau des éliminatoires. Et le dernier joueur que je vous conseille de sélectionner au niveau du waiver wire, c'est le receveur recru des Colts d'Indianapolis, Michael Pittman. Pittman a été un choix de 2e ronde au repêchage et il a connu un excellent match face aux Titans du Tennessee avec 7 réceptions, 101 verges. Il a également couru une fois avec le ballon pour un gain de 24 verges. Ce qui est intéressant, ben, c'est que les prochaines rencontres de Pittman, ça va être contre les Packers, les Titans, les Raiders et Houston. Donc, 4 équipes qui ont des défenses qui en arrachent contre le jeu aérien, surtout là, Tennessee, Las Vegas et Houston. Alors, Pittman, qui semble gagner la confiance du vétéran Philip Rivers, pourrait éclore au cours des prochaines semaines. C'est un joueur qui est très talentueux. Alors, c'est un jeune joueur, un joueur recru. Maintenant, en deuxième moitié de saison, il pourrait vraiment amasser de bonnes statistiques et vous aider au niveau du fantasy football. Alors, écoutez, j'espère que vous avez aimé cette nouvelle formule. On essaie des choses au niveau du podcast, nouvelle formule. On a eu la chance d'interviewer Anthony Auclair. Mathieu s'est joint à moi. Alors, j'espère que vous avez aimé cette nouvelle formule du podcast Sac du Cœur. Et à l'avenir, le podcast sera mis en ligne à tous les mardis et non les lundis. Le podcast sera mis en ligne les mardis. Alors, j'espère que ça vous a plu et on se reparle la semaine prochaine.